Je vais lire donc La Princesse de Clèves, je vais lire la suite. Donc, La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Donc là, on est à la cour. Mademoiselle de Chartres, elle est splendide, elle est superbe, tout le monde est sous le charme. Voilà, les hommes, les femmes, tout le monde est ravi, elle est humble, elle est, elle rougit devant un compliment, voilà, elle est gentille comme tout, elle est plutôt intelligente. Donc évidemment, voilà, elle fait pas trop de bruit, elle en fait pas trop, elle en fait, voilà. Et donc évidemment, plusieurs personnes sont sous le charme de cette petite princesse, bah, pour l'instant d'ailleurs qui s'appelle pas la princesse de Clèves, elle s'appelle pour l'instant Mademoiselle de Chartres. Elle vient avec sa mère et Monsieur de Clèves ne parle que d'elle. Donc bah, je vais continuer donc cette partie. Donc Monsieur de Clèves y vint comme à l'ordinaire. Il était si rempli de l'esprit et de la beauté de Mademoiselle de Chartres qu'il ne pouvait parler d'autre chose. Il conta tout haut son aventure et ne pouvait se lasser de donner des louanges à cette personne qu'il avait vue, qu'il ne connaissait point. Madame lui dit qu'il n'y avait point de personne comme elle, comme celle qu'il dépeignait, et que s'il y en avait quelqu'une, elle serait connue de tout le monde. Madame de Dampierre, qui était sa dame d'honneur et amie de Madame de Chartres, entendant cette conversation, s'approcha de cette princesse et lui dit tout bas que c'était sans doute Mademoiselle de Chartres que Monsieur de Clèves avait vue. Madame se retourna vers lui et lui dit que s'il voulait revenir chez elle le lendemain, elle lui ferait voir cette beauté, dont il était si touché. Mademoiselle de Chartres parut, en effet, le jour suivant. Elle fut reçue des reines avec tous les agréments qu'on peut s'imaginer, et avec une telle admiration de tout le monde qu'elle n'entendait autour d'elle que des louanges. Elle les recevait avec une modestie si noble qu'il ne semblait pas qu'elle les entendît, ou du moins qu'elle en fût touchée. Elle alla ensuite chez Madame, sœur du roi. Cette princesse, après avoir loué sa beauté, lui conta l'étonnement qu'elle avait donné à Monsieur de Clèves. Ce prince entra un moment après. Venez, lui dit-elle. Voyez si je ne vous tiens pas ma parole et si, en vous montrant Mademoiselle de Chartres, je ne vous fais pas voir cette beauté que vous cherchiez. Remerciez-moi, au moins, de lui avoir appris l'admiration que vous aviez déjà pour elle. Monsieur de Clèves sentit la joie de voir que cette personne qu'il avait trouvée si aimable était d'une qualité proportionnée à sa beauté. Il s'approcha d'elle et il la supplia de se souvenir qu'il avait été le premier à l'admirer, et que, sans la connaître, il avait eu pour elle tous les sentiments de respect et d'estime qui lui étaient dus. Le chevalier de Guise et lui, qui étaient amis, sortirent ensemble de chez madame. Ils louèrent d'abord mademoiselle de Chartres, sans se contraindre, et trouvèrent enfin qu'ils la louaient trop. Et ils cessèrent l'un et l'autre de dire ce qu'ils en pensaient. Mais ils furent contraints d'en parler les jours suivants partout où ils se rencontrèrent. Cette nouvelle beauté fut longtemps le sujet de toutes les conversations. La reine lui donna de grandes louanges et eut pour elle une considération extraordinaire. La reine Dauphine en fit une de ses favorites et pria madame de Chartres de la mener souvent chez elle. Mesdames, filles du roi, l'envoyaient chercher pour être de tout leur divertissement. Enfin, elle était aimée et admirée de toute la cour, excepté de madame de Valentinois. Ce n'est pas que cette beauté lui donna de l'ombrage. Une trop longue expérience lui avait appris qu'elle n'avait rien à craindre auprès du roi. Mais elle avait tant de haine pour le vidame de Chartres qu'elle avait souhaité d'attacher à elle par le mariage d'une de ses filles qui s'était attachée à la reine, qu'elle ne pouvait regarder favorablement une personne qui portait son nom et pour qui il faisait paraître une grande amitié. Le prince de Clèves devint passionnément amoureux de mademoiselle de Chartres et souhaitait ardemment de l'épouser. Mais il craignait que l'orgueil de madame de Chartres ne fût blessé de donner sa fille à un homme qui n'était pas l'aîné de sa maison. Cependant, cette maison était si grande, et le comte de D'(EU), qui en était l'aîné, venait d'épouser une personne si proche de la maison royale que c'était plutôt la timidité que donne l'amour que de véritables raisons qui causaient les craintes de monsieur de Clèves. Il avait un grand nombre de rivaux. Le chevalier de Guise lui paraissait le plus redoutable, par sa naissance, par son mérite et par l'éclat que la faveur donnait à sa maison. Ce prince était devenu amoureux de mademoiselle de Chartres le premier jour qu'il l'avait vue. Il s'était aperçu de la passion de monsieur de Clèves, comme monsieur de Clèves s'était aperçu de la sienne. Quoiqu'ils fussent amis,
L'éloignement que donnent les mêmes prétentions ne leur avait pas permis de s'expliquer ensemble, et leur amitié s'était refroidie sans qu'ils eussent eu la force de s'éclaircir. L'aventure qui était arrivée à M. de Clèves, d'avoir vu le premier Mademoiselle de Chartres, lui paraissait un heureux présage, et semblait lui donner quelque avantage sur ses rivaux. Mais il prévoyait de grands obstacles par le duc de Nevers, son père. Ce duc avait d'étroites liaisons avec la duchesse de Valentinois. Elle était ennemie du vidame, et cette raison était suffisante pour empêcher le duc de Nevers de consentir que son fils pensât à sa nièce. Madame de Chartres, qui avait eu tant d'applications pour inspirer la vertu à sa fille, ne discontinua pas de prendre les mêmes soins dans un lieu où ils étaient si nécessaires et où il y avait tant d'exemples si dangereux. L'ambition et la galanterie étaient l'âme de cette cour. C'est quand même bien l'ambition et la galanterie. Bon, c'est des mots, c'est quand même un gros lieu de commérage où il y a beaucoup de mensonges, de la trahison, les gens ils sont jaloux, ils s'aiment pas beaucoup, ils se font des petits coups en douce et ça ne devait pas être évident. Il n'y avait que des mariages de raison, donc il fallait être bien vu. Il y a quand même, peut-être pas que, mais pas mal, je pense. Et il devait y avoir quand même des petits coups pas très sympathiques. Enfin voilà, donc on va dire ça un petit peu mieux. L'ambition et la galanterie étaient l'âme de cette cour, bien évidemment, et occupaient également les hommes et les femmes. Ben voilà, il y avait autant de commères hommes que commères femmes. Il y avait tant d'intérêts et tant de cabales, donc les cabales c'est des manœuvres secrètes, donc il y avait tant d'intérêts et tant de cabales différentes, et les dames il y avait tant de parts que l'amour était toujours mêlé aux affaires. Ouais voilà. Et les affaires à l'amour. Personne n'était tranquille, ni indifférent. On songeait à s'élever, à plaire, à servir ou à nuire. On ne connaissait ni l'ennui, ni l'oisiveté, et on était toujours occupé des plaisirs ou des intrigues. Voilà. Les dames avaient des attachements particuliers, hein, on va dire des liens d'affection ou d'intérêt, des attachements particuliers pour la reine dauphine et pour la reine de Navarre, pour Madame sœur du roi ou pour la duchesse de Valentinois. Les inclinations, les raisons de bienséance ou de rapport d'humeur faisaient ces différents attachements. Celles qui avaient passé la première jeunesse, bon, on va dire les vieilles, hein, voilà. Donc voilà, celles qui avaient passé la première jeunesse et qui faisaient profession d'une vertu plus austère étaient attachées à la reine. Voilà. Celles qui étaient plus jeunes et qui cherchaient la joie et la galanterie faisaient leur cours à la reine dauphine. La reine de Navarre avait ses favorites, elle était jeune et elle avait du pouvoir sur le roi son mari. Il était joint au connétable et avait par là beaucoup de crédit. Madame sœur du roi conservait encore de la beauté et attirait plusieurs dames auprès d'elle. La duchesse de Valentinois avait toutes celles qu'elle daignait regarder, mais peu de femmes lui étaient agréables. Et excepté quelques-unes qui avaient sa familiarité et sa confiance, et dont l'humeur avait du rapport avec la sienne, elle n'en recevait chez elle que les jours où elle prenait plaisir à avoir une cour comme celle de la reine. Bon, elle, Valentinois, elle a l'air quand même bien hautaine. Mais bon. Voilà, donc tout le monde essaie d'avoir les faveurs de tout le monde. Il y a les reines qui sont là, bien placées en fonction de leur style. Il y a des femmes qui vont plutôt être autour d'elles pour avoir certaines faveurs, etc. Et voilà. Toutes ces différentes cabales avaient de l'émulation et de l'envie les unes contre les autres. Bah oui, bien sûr. Les dames qui les composaient avaient aussi de la jalousie entre elles. Ou pour la faveur. Donc pour la faveur, c'est pour être bien reçu à la cour. Voilà. Ou pour les amants. Les intérêts de grandeur et d'élévation se trouvaient souvent joints à ces autres intérêts moins importants, mais qui n'étaient pas moins sensibles. Ainsi, il y avait une sorte d'agitation sans désordre dans cette cour qui la rendait très agréable, mais aussi très dangereuse pour une jeune personne. Madame de Chartres voyait ce péril et ne songeait qu'au moyen d'en garantir sa fille. Elle la pria, non pas comme sa mère, mais comme son amie, de lui faire confidence de toutes les galanteries qu'on lui dirait, et elle lui promit de lui aider à se conduire dans les choses où l'on était souvent embarrassé quand on était jeune. Bah oui, la mère de Madame de Chartres, elle va protéger sa fille. Ça a l'air tellement... Je pense que c'est un peu... on se jette dans l'arène. Hein. La petite Mademoiselle de Chartres, elle est toute naïve, toute gentille, toute modeste, toute... pure, on va dire.
Elle ne connaît rien, enfin, elle a eu une éducation, tout ça, etc. Mais pour tous ces petits coups en douce et tout ça, pour pouvoir se parer de toutes les petites magouilles de la cour, faut mieux que sa mère elle soit bien au courant de tout pour pouvoir lui donner les armes et qu'elle se défende tout, tout en noblesse et tout en raffinement, mais qu'elle se protège et qu'elle se défende. Voilà. Donc finalement, bon, c'était pas les réseaux sociaux, mais bon, c'est pareil. Non, c'est pas pareil, mais bon. Alors, donc voilà, donc je reprends. Le chevalier de Guise fit tellement paraître les sentiments et les desseins qu'il avait pour mademoiselle de Chartres qu'ils ne furent ignorés de personne. Donc ça, tout le monde balance à tout le monde qu'il est amoureux de l'autre. Alors évidemment, ça va créer des complications. Donc il avait pour mademoiselle qui ne furent ignorés de personne. Il ne voyait néanmoins que de l'impossibilité dans ce qu'il désirait. Il savait bien qu'il n'était point un parti qui convint mademoiselle de Chartres, par le peu de bien qu'il avait pour soutenir son rang. Et il savait bien aussi que ses frères n'approuveraient pas qu'il se mariât, par la crainte de l'abaissement que les mariages des cadets apportent d'ordinaire dans les grandes maisons. Alors, abaissement. En fait, donc ça, il faut un petit peu d'explication. Les fils cadets de grandes familles nobles avaient trop peu de biens pour prétendre à un beau parti et risquaient donc, en faisant un mariage médiocre, de diviser le patrimoine familial. C'est pourquoi ils restaient souvent célibataires ou devenaient religieux. Ah bah voilà. Ouais, donc pas facile pour le... Voilà, il n'a pas assez d'argent. Il faut mieux qu'il se marie avec une personne plus riche, qui fasse un mariage plus fort, ou alors, bah, dans ce cas-là, il reste célibataire. En gros, c'est ça. Ou alors, il va au couvent. Enfin, il va pas au couvent, mais enfin, il se met dans les ordres. Il devient religieux. Donc, l'abaissement. Donc voilà. Ça s'appelle la crainte de l'abaissement que les mariages des cadets apportent d'ordinaire aux grandes maisons. Le cardinal de Lorraine lui fit bientôt voir qu'il ne se trompait pas. Il condamna l'attachement qu'il témoignait pour mademoiselle de Chartres avec une chaleur extraordinaire, avec une insistance passionnée, c'est-à-dire une chaleur extraordinaire. Mais il ne lui en dit pas les véritables raisons. Ce cardinal avait une haine pour le vidame, qui était secrète alors et qui éclata depuis. Il eût plutôt consenti à voir son frère entrer dans toute autre alliance que dans celle de ce vidame, et il déclara si publiquement combien il en était éloigné que madame de Chartres en fut sensiblement offensée. Elle prit de grands soins de faire voir que le cardinal de Lorraine n'avait rien à craindre et qu'elle ne songeait pas à ce mariage. Le vidame prit la même conduite et sentit encore plus que madame de Chartres celle du cardinal de Lorraine parce qu'il en savait mieux la cause. Le prince de Clèves n'avait pas donné des marques moins publiques de sa passion qu'avait fait le chevalier de Guise. Le duc de Nevers apprit cet attachement avec chagrin. Il crut néanmoins qu'il n'avait qu'à parler à son fils pour le faire changer de conduite. Mais il fut bien surpris de trouver en lui le dessein formé d'épouser mademoiselle de Chartres. Il blâma ce dessein, il s'emporta, et cacha si peu son emportement que le sujet s'en répandit bientôt à la cour et alla jusqu'à madame de Chartres. Elle n'avait pas mis en doute que M. de Nevers ne regardât le mariage de sa fille comme un avantage pour son fils. Elle fut bien étonnée que la maison de Clèves et celle de Guise craignissent son alliance au lieu de la souhaiter. Le dépit qu'elle eut lui fit penser à trouver un parti pour sa fille qu'il a mis au-dessus de ceux qui se croyaient au-dessus d'elle. Après avoir tout examiné, elle s'arrêta au prince dauphin, fils du duc de Montpensier. Il était lors à marier, et c'était ce qu'il y avait de plus grand à la cour. Comme madame de Chartres avait beaucoup d'esprit, qu'elle était aidée du vidame, qui était dans une grande considération, et qu'en effet sa fille était un parti considérable, elle agit avec tant d'adresse et tant de succès que M. de Montpensier parut souhaiter ce mariage. Et il semblait qu'il ne s'y pouvait trouver de difficulté. Le vidame, qui savait l'attachement de M. d'Anville pour la reine dauphine, crut néanmoins qu'il fallait employer le pouvoir que cette princesse avait sur lui pour l'engager à servir mademoiselle de Chartres auprès du roi et auprès du prince de Montpensier, dont il était ami intime. Il en parla à cette reine, et elle entra avec joie dans une affaire où il s'agissait de l'élévation d'une personne qu'elle aimait beaucoup. Elle le témoigna au vidame et l'assura que, quoiqu'elle sût bien qu'elle ferait une chose désagréable au cardinal de Lorraine, son oncle, elle passerait avec joie par-dessus cette considération parce qu'elle avait sujet de se plaindre de lui et qu'il prenait tous les jours les intérêts de la reine contre les siens propres. Donc elle va essayer de défendre la petite mademoiselle de Chartres,
pour qu'elle ait un beau mariage. Les personnes galantes sont toujours bien aises qu'un prétexte leur donne lieu de parler à ceux qui les aiment. Sitôt que le vidame eut quitté madame la dauphine, elle ordonna à Chastellard, qui était favori de monsieur d'Anville, et qui savait la passion qu'il avait pour elle, de lui aller dire de sa part de se trouver le soir chez la reine. Chastellard reçut cette commission avec beaucoup de joie et de respect. Ce gentilhomme était d'une bonne maison du Dauphiné, mais son mérite et son esprit le mettaient au-dessus de sa naissance. Il était reçu et bien traité de tout ce qu'il y avait de grands seigneurs à la cour, et la faveur de la maison de Montmorency l'avait particulièrement attaché à M. d'Anville. Il était bien fait de sa personne, adroit à toutes sortes d'exercices. Il chantait agréablement, il faisait des vers, et avait un esprit galant et passionné qui plut si fort à M. d'Anville qu'il le fit confident de l'amour qu'il avait pour la reine dauphine. Cette confidence l'approchait de cette princesse, et ce fut en la voyant souvent qu'il prit le commencement de cette malheureuse passion qui lui ôta la raison et qui lui coûta enfin la vie. M. d'Anville ne manqua pas d'être le soir chez la reine. Il se trouva heureux que madame la dauphine l'eût choisi pour travailler à une chose qu'elle désirait, et lui promit d'obéir exactement à ses ordres. Mais madame de Valentinois, ayant été avertie du dessein de ce mariage, l'avait traversé avec tant de soin et avait tellement prévenu le roi que lorsque M. d'Anville lui en parla, il lui fit paraître qu'il ne l'approuvait pas, et lui ordonna même de le dire au prince de Montpensier. L'on peut juger ce que sentit madame de Chartres par la rupture d'une chose qu'elle avait tant désirée, dont le mauvais succès donnait un si grand avantage à ses ennemis et faisait un si grand tort à sa fille. La reine dauphine témoigna à mademoiselle de Chartres avec beaucoup d'amitié le déplaisir qu'elle avait de lui avoir été inutile. « Vous voyez, lui dit-elle, que j'ai un médiocre pouvoir. Je suis si haïe de la reine et de la duchesse de Valentinois qu'il est difficile que, par elle ou par ceux qui sont dans leur dépendance, elle ne traverse toujours toutes les choses que je désire. Cependant, ajouta-t-elle, je n'ai jamais pensé qu'à leur plaire. Aussi, elles ne me haïssent qu'à cause de la reine, ma mère, qui leur a donné autrefois de l'inquiétude et de la jalousie. Le roi en avait été amoureux avant qu'il le fût de madame de Valentinois, et dans les premières années de son mariage, qu'il n'avait point encore d'enfant, quoiqu'il aimât cette duchesse, il parut quasi résolu de se remarier, de se démarier pour épouser la reine ma mère. Madame de Valentinois, qui craignait une femme qu'il avait déjà aimée et dont la beauté et l'esprit pouvaient diminuer sa valeur, s'unit au connétable, qui ne souhaitait pas aussi que le roi épousât une sœur de messieurs de Guise. Ils mirent le feu roi dans leurs sentiments, et quoiqu'il haït mortellement la duchesse de Valentinois comme il aimait la reine, il travailla avec eux pour empêcher le roi de se démarier. Mais pour lui ôter absolument la pensée d'épouser la reine ma mère, ils firent son mariage avec le roi d'Écosse, qui était veuve de madame Madeleine, sœur du roi, et ils le firent parce qu'il était le plus prêt à conclure, et manquèrent aux engagements qu'on avait avec le roi d'Angleterre, qui la souhaitait ardemment. Il s'en fallait peu, même que ce manquement ne fît qu'une rupture entre les deux rois. Henri VIII ne pouvait se consoler de n'avoir pas épousé la reine ma mère, et quelque autre princesse française qu'on lui proposât, il disait toujours qu'elle ne remplacerait jamais celle qu'on lui avait ôtée. Il est vrai aussi que la reine ma mère était une parfaite beauté, et que c'est une chose remarquable que, veuve d'un duc de Longueville, 3 rois aient souhaité de l'épouser. Son malheur l'a donnée au moindre et l'a mise dans un royaume où elle ne trouve que des peines. On dit que je lui ressemble. Je crains de lui ressembler aussi par sa malheureuse destinée, et quelque bonheur lui semble se préparer pour moi. Je ne saurais croire que j'en jouisse. Mademoiselle de Chartres dit à la reine que ses tristes pressentiments étaient si mal fondés qu'elle ne les conserverait pas longtemps, et qu'elle ne devait point douter que son bonheur ne répondît aux apparences. Je vais m'arrêter là. Donc, bonne soirée.